réunis pour statuer sur la thèse, analyse des comportements stratégiques et recherche des équilibres dans les systèmes d'attente markoviens présentés par M. Sofiane Ziani pour l'obtention du diplôme de docteur LMD en mathématiques appliquées. Je vais immédiatement donner la parole au candidat pour qu'il nous fasse un bref exposé de ce qu'il considère comme étant essentiel parmi ces résultats. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Messieurs le jury, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mon travail de thèse sur l'analyse des comportements stratégiques et la recherche des équilibres dans les systèmes d'attente markoviens. Pour cela, je vais essayer de suivre ce plan de travail. Je commencerai d'abord par une petite introduction. Ensuite, je vais parler de mes deux essentielles contributions et je terminerai par une conclusion et quelques perspectives. Donc, la recherche en théorie des files d'attente peut être classifiée en trois catégories principales. On trouve premièrement l'analyse de performance, le contrôle optimal et l'analyse des comportements stratégiques. Dans la première catégorie, on s'intéresse à déterminer certaines performances du système, comme par exemple le temps moyen de séjour, nombre moyen de clients dans le système, etc. Dans la deuxième catégorie, on cherche à contrôler un ou plusieurs paramètres d'une manière à maximiser le rendement du système. Dans la troisième catégorie, il y a plusieurs agents qui interagissent dans le système d'un même environnement. On cherche alors à déterminer la meilleure décision qui va être prise par chacun de ces agents. Nos recherches s'inscrivent dans le cadre de la troisième catégorie. Il s'agit alors des études économiques qui sont faites sur ces systèmes. Une certaine structure récompense-coût est alors imposée sur les systèmes d'attente, reflétant le désir de service par les clients et leur désagrément causé par l'attente. On prend alors le comportement stratégique des clients lorsqu'ils sont susceptibles de prendre des décisions concernant leur action dans le système. Par exemple, un client peut décider s'il y a lieu de rejoindre le système ou non, d'acheter la priorité, de choisir d'obtenir le service chez un tel ou tel fournisseur de services, etc. D'autres agents, comme le serveur ou le gestionnaire du système, essaient aussi de fixer certains paramètres comme le taux de service, faire un contrôle d'admission, etc. On trouve généralement deux types de systèmes selon leur observabilité. On parle de système observable lorsque les clients qui arrivent au système observent son état. Sinon, on parle de système non observable. Donc, pour bien illustrer la structure récompense-coût dans un système d'attente, j'ai choisi de donner un système d'attente, disons MM1, observable. Donc, il y a des clients qui arrivent au système et ils demandent un certain service. Là, le coût d'attente des clients est estimé par une certaine valeur C et la récompense de service est estimée par une certaine valeur A. Supposons qu'un client arrive au système à un instant T et qu'à ce moment-là, il y a K plus un client dans le système. Donc, ce client, s'il décide d'entrer au système, il aura une utilité qui est égale à sa récompense moins son coût conditionné par le nombre de clients dans le système. S'il décide de ne pas entrer, alors il obtiendrait une utilité qui est égale à 0. L'analyse des comportements stratégiques dans les systèmes d'attente a été initiée par Nahor en 1969, qui a étudié un système d'attente MMA observable. Son étude a été ensuite complétée par Edelson et Edelbrand, qui ont considéré un système d'attente MMA non observable. Plusieurs autres études et plusieurs d'autres variantes ont été proposées sur d'autres systèmes d'attente. D'autres études concernent l'analyse ou bien la comparaison entre les systèmes d'attente observables et non observables, ainsi que la transmission stratégique d'informations dans un système d'attente. Je dirais que tous les travaux qui ont été faits depuis 1969 ont été synthétisés dans les deux livres de Hassine de 2003 et 2016. Donc, parmi tous les travaux qu'on a recensés dans la littérature, on a trouvé que les auteurs de différents travaux utilisent les éléments de la théorie des jeux à l'instar de l'équilibre de Nash, mais on a observé une absence de modèles mathématiques décrivant les situations étudiées. Nos travaux permettront d'analyser les comportements stratégiques des différents agents d'un système d'attente en proposant des modèles de jeu permettant la visibilité des situations d'interaction émergentes dans ces systèmes. Donc, notre premier travail concerne l'analyse du comportement stratégique des clients dans un système d'attente M2, M1. L'analyse des performances des systèmes d'attente avec arrivée par groupe a été largement étudiée dans la littérature.
D'autres études concernent le contrôle d'admission dans le système d'attente avec arrivée par groupe. Mais ce qu'on propose ici, c'est l'analyse des comportements stratégiques dans un tel système. Donc, on a considéré un système d'attente M2, M1 où les clients arrivent par groupe de 2 suivant un possession de paramètre lambda. Le service effectue suivant une loi exponentielle de paramètre mu. La file d'attente est de capacité limitée. Le traitement des clients se fait par ordre de leur arrivée. On suppose qu'il existe une structure récompense-coût, donc celle que j'ai décrite tout à l'heure. On suppose de plus que R est supérieur ou égal à 3C sur 2 mu, sinon aucun client ne rejoindrait le système, même si juste pour passer le temps de son service. Notre système est décrit par le processus NT, représentant le nombre de clients dans le système à l'instant T. L'objectif est de déterminer la décision à prendre par un client au moment de son arrivée. Doit-il entrer au système ou ne pas entrer au système? Pour le gestionnaire du système, il s'agit de choisir le type d'information à mettre à la disposition du client. Doit-il rendre le système observable ou bien ne pas observable? Donc, le premier cas qu'on a considéré, c'est le cas observable. Donc ici, les clients ont accès à l'information sur l'état du système au moment de leur arrivée. On commence d'abord par déterminer la fonction d'utilité d'un client. Donc, on entend par SI la variable booléenne caractérisant l'action d'un client qui prend soit la valeur 1 si ce client décide d'entrer ou la valeur 0 s'il décide de ne pas entrer. On peut caractériser ou bien déterminer la fonction d'utilité d'un client qui peut être donnée par formule 1. Ce qui nous permet d'obtenir les deux matrices de paiement associées aux deux clients d'un groupe. La figure 2 montre la forme extensive du jeu, modélisant l'intervention du système au premier niveau et les interactions entre les deux clients d'un groupe, ainsi que les utilités associées à chaque choix de leur décision. On a ensuite utilisé ces notations qui sont relatives au jeu à information imparfaite et complète. Donc, on a défini c'est quoi un ensemble d'informations, l'ensemble des ensembles d'informations, ainsi que les distributions de probabilités sur l'ensemble des actions de chaque joueur. On appelle une stratégie de comportement d'un joueur et une application assignant à chaque ensemble d'informations de ce joueur un élément dans son ensemble de distribution de probabilités par rapport à son ensemble d'informations. On notera par J la forme normale du jeu associée au jeu sous forme extensive décrit par la figure 2. Donc ce jeu sous forme normale est donné par la forme 3. Donc le concept de solution associé à ce type de jeu, c'est l'équilibre de notion stratégie de comportement qui décrit une situation dans laquelle aucun joueur n'a intérêt à dévier de stratégie de comportement unilatéralement. L'étude de ce jeu nous a permis d'établir ce théorème qui nous donne l'ensemble des stratégies ou bien l'ensemble des stratégies de comportement à l'équilibre qui doivent être adoptées par les différents clients d'un groupe. Donc ces stratégies sont données par 6, 7 et 8 et nous donnent ainsi les gains associés à chacune des issues d'équilibre qui sont données par 9 et 13. Lorsque les clients suivent le comportement d'équilibre par ce théorème, on aura les deux diagrammes de transition représentant le système qui sont donnés par la figure 3 et 4. Donc, grâce à ces deux diagrammes, on peut déterminer la distribution stationnaire du nombre de clients dans le système qui est donné par cette proposition, suite à laquelle on détermine la probabilité qu'un client soit perdu, le taux d'entrée au système, ainsi que le bénéfice social représentant le gain global qui découle du système par unité de temps. Le deuxième cas qu'on a considéré, c'est le cas non observant. Donc ici, les clients n'ont pas accès à l'information concernant l'état du système au moment de leur arrivée. Pour cela, on suppose qu'ils entrent tous avec la même probabilité P, satisfaisant certaines conditions que nous allons déterminer par la suite. Donc, grâce à cette supposition, on peut déterminer le diagramme de transition représentant le système dans le cas non observable. L'analyse des performances de ce système revient à analyser les performances d'un système d'attente MX, M1, où X est une variable aléatoire de loi binomiale, caractérisant le nombre de clients entrant au système par unité de temps. Donc, après calcul, on détermine la distribution stationnaire du nombre de clients dans le système, ainsi que le nombre moyen de temps moyen de séjour d'un client.
Donc, puisque les clients entrent au système avec une certaine probabilité P, cela se traduit dans la terminologie de la théorie des jeux par le choix d'une certaine stratégie mixte alpha qui est égale à Pm moins P. Donc, en prenant tous les cas du système en considération, on peut déterminer la fonction d'utilité d'un client qui est donnée par 34. Donc, on a vu que la situation peut être modélisée sous forme d'un jeu à somme non nulle et information complète et imparfaite. Donc ici, c'est un jeu avec incertitude qui est donné par la forme 35. La figure 2 montre la forme extensive du jeu, modélisant l'intervention du système au premier niveau, sans informer les clients de son état, ainsi que les interactions entre les deux clients d'un groupe et leurs utilités pour chaque choix de leur décision. Il y a un problème apparemment. Une minute, pardon. S'il vous plaît, un problème. Ah, le début, c'est là, du point. Ouais. في فلاش ديسكيناسيون j'espère تصندي لنا كيف تدوي بسا نرضي واقيلا جبونس نرضي على فيغورين Donc, je continue. Donc, l'étude de ce jeu nous a permis de déterminer ou bien d'établir le théorème 2 qui dicte à chaque client d'un groupe la stratégie mixte qu'il doit adopter à l'équilibre, ainsi que les utilités à l'équilibre qui sont données par 36. Donc, grâce à ce théorème, on a obtenu le taux d'intérêt au système, ainsi que le bénéfice social par unité de temps qui sont donnés par 37 et 38. Donc on a vu jusqu'à présent que parmi tous les clients qui arrivent au système, il y a des clients qui entrent au système et il y a des clients qui seront perdus grâce à leur anticipation par rapport à leurs utilités. Il serait alors intéressant pour le gestionnaire du système d'anticiper le choix stratégique des clients pour pouvoir déterminer la politique d'information optimale à mettre à la disposition des clients. Donc on a fait une comparaison entre le cas observable et le cas non observable selon les critères du taux d'intérêt au système. Donc on a observé que le gestionnaire du système préfère dans la plupart des cas le cas observable, le cas non observable, sauf pour des petites valeurs de la récompense R où il peut préférer d'employer un système observable. Les résultats obtenus s'expliquent par le fait que les clients sont beaucoup plus prudents dans le cas de la politique du cas observable. Notre deuxième contribution concerne l'analyse des comportements stratégiques dans un système d'attente MM. Donc aussi ici, l'analyse des performances d'un tel système a été largement étudiée dans la littérature. Le comportement des clients a été largement étudié dans la littérature. Ce qu'on propose ici, c'est l'analyse des comportements stratégiques des différents agents intervenant dans un tel système. Par ces agents, je veux dire
les clients, le fournisseur de services et l'optimiseur social. Donc on a considéré un système d'attente MM1, c'est un système connu. On a pris la même structure récompense-coût. On a supposé qu'il existe un coût d'entrée au système, donc ce qui correspond au revenu du serveur par client servi. On suppose qu'il existe un coût de service CMU linéaire, s'écrivant sous la forme AMU plus B, où A est un coût marginal de service et B est un coût fixe de service. À son arrivée au système, un client peut décider s'il y a lieu d'entrer ou ne pas entrer. Le fournisseur de service doit choisir un taux de service appartenant à un certain ensemble. L'optimiseur social a le droit de choisir le type d'information à mettre à la disposition des clients. Soit il rend le système observable ou bien il choisit un système non observable. Donc, vu le séquencement dans la prise de décision et les interactions entre les différents agents, un choix naturel qui se découle est un jeu séquentiel en 3 étapes qui se déroule de la manière suivante. À la première étape, l'optimiseur social choisit une action, soit révéler l'information sur l'état du système ou bien ne pas révéler cette information. À la deuxième étape, le fournisseur de service étant informé du choix de l'optimiseur social doit choisir un certain taux de service appartenant à l'ensemble S2. À la troisième étape, les clients arrivent au système, observent les deux choix des deux premiers agents et auront le choix entre accéder au système ou bien ne pas accéder au système. On a ensuite déterminé l'utilité des différents agents. Donc on a commencé par l'utilité des clients dans le canon observable. De la même manière, comme le premier travail, on a déterminé la fonction d'utilité d'un client qui est donné par 39. Dans le canon observable, il suffit de prendre tous les cas du système en considération, ce qui permet d'obtenir la fonction d'utilité 40. Pour le fournisseur de services aussi, on doit prendre tous les cas du système en considération et en ce moment, on obtient l'utilité du fournisseur qui est donnée par 41. L'utilité de l'optimiseur social, donc ça représente le bénéfice social. Donc c'est la somme des utilités de tous les clients par unité de temps, plus celle du fournisseur de service par unité de temps qui est donnée par 42. La figure 2 montre la forme extensive du jeu, modélisant les interactions entre l'optimiseur social, le fournisseur de service et les clients, ainsi que leurs utilités pour chaque choix de leur décision. On a utilisé les mêmes notations que le premier travail. On notera par J la forme normale associée au jeu sous forme extensive décrite par la figure 10. Donc la résolution d'un tel jeu se fait par induction à rebours. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par la résolution de la dernière étape du jeu pour n'importe quel choix de l'optimiseur social et du serveur. Donc on doit déterminer à la dernière étape les taux d'entrée qui seront choisis par les clients, dans le cas observé ou non observé. La solution obtenue dans cette étape va être remplacée dans la fonction d'utilité du fournisseur de service pour pouvoir déterminer la solution de la deuxième étape. Ensuite, les deux solutions obtenues dans la dernière avant-dernière étape seront remplacées dans la fonction d'utilité de l'optimiseur social pour pouvoir déterminer la solution de la première étape. Donc, l'étude des 3 étapes du jeu va nous permettre de déterminer un équilibre de Nash parfait en sous-jeu. Donc, on commence d'abord par la résolution de la 3e étape. Puisque le taux de service n'est pas fixe dans notre modèle, on doit alors passer par l'étude des variations et des caractéristiques du système. La résolution du sous-jeu 1 induit par l'action RI de l'optimiseur social nous amène à déterminer un seuil de stratégie NE de mu qui est donné par 44, tel que les clients auront intérêt à rejoindre le système si son état ne dépasse pas ce seuil et auront intérêt à ne pas rejoindre le système dans le cas contraire. Ce qui permet d'obtenir le taux d'entrée au système ainsi que le nombre moyen de clients dans le système. Donc à un moment donné, il a fallu étudier la monotonie de la fonction lambda E. Donc on a vu que cette fonction est strictement croissante par rapport à mu sur l'ensemble S2. Donc c'est un résultat qui nous sera utile par la suite. La résolution du sous-jeu 2, induite par l'action NRI de l'optimiseur social, nous amène à résoudre la fonction 47 pour pouvoir déterminer le comportement optimal des clients qui est donné par 48. Donc ce qui permet d'obtenir le taux d'entrée et le nombre moyen de clients dans le système, qui sont donnés par 49, 50. Ensuite, on remplace la solution de la dernière étape dans la fonction d'utilité
du fournisseur de service. Donc, dans le cas observé, on aura à déterminer l'ensemble des maximums de cette fonction. Donc, on a observé que comme S2 est un ensemble fini, donc le fournisseur de service va choisir un taux de service lui permettant de maximiser le nombre de clients entrant au système. Cela va lui permettre de satisfaire une tranche supplémentaire de clients. Donc, d'après la proposition 2, ce taux de service correspond à la valeur maximale de l'ensemble S2 tilde. Donc, dans le cas non observable, donc on doit aussi déterminer l'ensemble des points maximums de la fonction 55 qui sont donnés par cela. Ici aussi, on a observé que le cardinal la valeur maximale de l'ensemble S2 étoiles. Donc, on remplace les solutions trouvées dans la dernière avant-dernière étape dans la fonction d'utilité de l'optimiseur social. Donc, finalement, on aura à comparer entre 60 et 61 pour déterminer la solution de la première étape. Donc, le concept de solution associé à ce type de jeu, c'est l'équilibre d'un H parfait en sous-jeu. Donc, un profil de stratégie dans un jeu dynamique est un équilibre d'un H en sous-jeu s'il correspond à un équilibre d'un H dans chaque sous-jeu du jeu initial. L'étude des 3 étapes du jeu nous a permis d'énoncer ou bien d'établir le théorème Tarois qui dicte pour chaque agent la stratégie de comportement qu'il doit adopter à l'équilibre. Donc ces stratégies sont données par 62, 63 et 64. Il nous donne ainsi les utilités à l'équilibre pour chaque agent qui sont données par 65, 67. Donc si la résolution d'un jeu séquentiel se fait par induction, les applications se font d'une manière directe. C'est-à-dire, on commence d'abord par collecter l'ensemble des paramètres du système. Donc, finalement, le comportement de tous les agents va tout simplement dépendre de ces paramètres. Après, on va essayer de déterminer les taux d'entrée, les taux de service, le nombre moyen de clients dans le système, grâce auquel on détermine les valeurs de Y et de Z. Ensuite, on va faire un test. On va vérifier si Y est supérieur ou égal à Z. Alors, l'optimiseur social va choisir un système observable. Ensuite, on détermine directement le taux d'entrée et le taux de service qui sera choisi par le fournisseur de service, qui est donné par Mutil. Ensuite, on détermine la décision optimale qui va être prise par les clients. Si Y est inférieur ou égal à Z, alors on va employer un système non observable. On va employer, ou bien le fournisseur de service va traiter les clients avec un taux mu étoile. Et le service, les clients vont rejoindre le système suivant un taux d'entrée lambda E étoile. Donc, comme on le voit sur la figure 12, montrant la variation de l'utilité de l'optimiseur social, dans le cas observable et dans le cas non observable. Donc, on a observé que dans la plupart des cas, l'optimiseur social ou bien le bénéfice social est beaucoup plus meilleur dans le cas de la politique observable. Donc, sauf pour des petites valeurs de lambda où on peut être indifférent entre les deux cas. Ensuite, c'est-à-dire à partir de la figure 12, on peut directement déterminer la politique d'information optimale qui sera choisie par l'optimiseur social. La figure 13 montre la variation du taux d'entrée optimal qui sera choisi par le fournisseur de service. On dit que la figure 14 montre la variation des utilités du fournisseur de service et des taux d'entrée des clients. Donc ici, l'exemple est choisi arbitrairement pour lambda égale à 3. Donc pour lambda égale à 3, on revient à la figure 12. Donc on regarde que pour lambda du taux de service, de l'ensemble des taux de service choisis, on détermine le taux d'entrée optimal des clients qui est donné par la courbe verte de la figure 14. Donc, comme conclusion, je dirais qu'on a étudié dans cette thèse les comportements stratégiques de différents agents dans quelques systèmes d'attente macroviens.
On a vu que les clients prennent leurs décisions en se basant sur des utilités récompenses-coûts. On a fait une comparaison entre les cas considérant du moment que ça s'avère nécessaire pour pouvoir maximiser le rendement du système. On peut dire que la modélisation que nous avions proposée dans le cadre du système MMA peut servir à l'étude d'autres problèmes, situations plus générales comme le problème de tarification de services. Comme perspective, on envisage de généraliser l'étude des comportements stratégiques au cas des systèmes d'attente avec arrivée par groupe de taille fixe et de taille aléatoire, d'étudier le problème de tarification de services dans le système avec arrivée par groupe, d'étudier le comportement stratégique lorsque le coût d'opération de service dépend de l'utilisation du serveur, d'essayer de trouver des modèles de jeu permettant de visualiser certaines situations rencontrées dans la littérature, de généraliser l'étude menée au cas des systèmes semi-markoviens, d'étudier les comportements stratégiques dans un système d'attente en intégrant le facteur d'escompte aux utilités des agents, et finalement d'étudier la transmission stratégique d'informations dans un système d'attente. Donc ici, j'ai présenté l'ensemble des travaux que j'ai utilisés dans la présentation, ainsi que mes deux essentielles contributions qui sont données par les références 10 et 11. Merci pour votre attention.